Tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Du lycéen à l'alumni, comment engager pour la vie. Un webinaire qui constitue, je le rappelle, la première étape de notre semaine Think Education. Il y a le logo derrière moi. Vous savez, Think Education, c'est une semaine consacrée à la réflexion sur l'enseignement supérieur, à la recherche et l'innovation, dont le point d'orgue sera jeudi à Sorbonne Université. Tous les abonnés, évidemment, de Newsank sont invités gracieusement et on aura plaisir à les recevoir pour un thème autour de un monde incertain et comment agir dans un monde incertain. Ça fait partie d'ailleurs peut-être des réflexions qu'on aura avec nos invités, mais en tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, donc ce webinaire pointe un enjeu central au moment où la connexion avec ces communautés est essentielle pour développer un écosystème, un propre écosystème confortable et favorable pour ces actions et ces interactions. Aujourd'hui encore, les établissements sont confrontés à une question essentielle, comme vous pouvez vous douter, comment maintenir un lien fort avec les élèves qui perdurent bien au-delà des années d'études ou d'un séminaire ou d'un stage ou d'un diplôme. Dans un monde où la fidélisation est un défi croissant, construire une communauté engagée et durable est crucial. Dès lors, comment relever ce défi? Eh bien, je vais tout vous dire, on va tout vous dire, moi je ne vais rien vous dire, parce que nos invités vont en parler. Grâce à la technologie, vous savez qu'on permet de flécher et d'entretenir les contacts, et c'est essentiel pour une relation de longue durée, non pas à court terme, mais à long terme. Qui est invité sur notre plateau avec nous, Marie Koundoun, groupe CRM Business et Marketing à l'ESCP. Vous occupez en gros du CRM et de toutes les interactions avec les parties prenantes à l'ESCP, la Grande École de Commerce. Pour le moment, porte de Champéret, mais qui va retrouver ses locaux historiques prochainement. Enfin, dans 5 ans, c'est à moyen terme. À la République. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Alors, la connexion avec les alumni, on en parlera dans une seconde avec Eva, mais et toutes les parties prenantes, c'est le cœur de la machine maintenant dans une école, où on doit évidemment avoir des interactions quotidiennes. En effet, c'est vraiment le cœur de notre activité. On a besoin de cet outil au quotidien pour pouvoir suivre la traçabilité du parcours de nos futurs étudiants et futurs alumni, savoir d'où ils viennent, ce qui les motive et comment cibler au mieux ces différents prospects. Eh bien voilà, vous avez posé le débat. Merci. Je savais qu'en vous soumettant cette question, vous allez éclairer ce débat. Eva Mola du Jourdain, vous êtes la déléguée générale de CP Alumni. Alors les alumni, c'est le mot latin, je crois, pour dire les anciens élèves, tout simplement. Alors tout le monde le sait, mais parfois peut-être que certains ignorent. Voilà. Donc là, la communauté, elle est plus qu'importante. Alors, aux États-Unis, les alumni, les donateurs, ceux qui participent à la vie de l'école, c'est important. Et en France, on crée cette culture des alumni. Et je pense que, dans mon souvenir, le SCP est la plus vieille école de commerce. Donc, il doit y avoir une vraie tradition d'anciens. Oui, effectivement, le SCP, l'école a plus de 200 ans et nous, l'association des alumni, on a plus de 150 ans. Donc, effectivement, j'ai hérité d'une longue tradition et j'œuvre à maintenir ce… Combien d'alumni, Eva? 85 000. Ben alors voilà, il faut l'entretenir, vivant évidemment, j'imagine. Parce qu'évidemment, il y en a bien plus en 200 ans, j'imagine qu'on a plus, mais en tout cas, c'est vrai que c'est important. Philippe Guerrier, c'est mon confrère. Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté de participer à ce débat. J'ai voulu faire un pas de côté avec vous parce que on parle beaucoup des systèmes d'information dans les RH et on rejoint la problématique des CRM puisque les SIRH permettent d'adresser des problématiques, évidemment RH, mais également les publics d'une communauté dans une entreprise. Et votre regard nous intéressera pour savoir comment, évidemment, on prend ce sujet à bras le corps dans le domaine des RH, qui est assez parallèle avec les communautés dont on va parler. Merci. Philippe, un petit mot peut-être pour introduire? Bien sûr, Gilbert, bien sûr. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à ce webinaire. Je fais partie d'un Newsank frère d'éducation et recherche qui s'appelle Newsank RH. Et donc, effectivement, je suis en charge de la partie technologie liée aux ressources humaines. Donc, il y a beaucoup de solutions, effectivement, sur la dimension CRM et RH. Et donc, du coup, je vous proposerai un peu d'ouvrir un peu le débat au-delà, effectivement, de vos propres problématiques au sein de l'éducation. Et puis, on a le spécialiste, parce qu'évidemment, il faut un peu quelqu'un qui a les mains dans le cambouis, dans la tuyauterie. C'est Émeric Donche, expert CRM, inscrit chez Eudonet, évidemment, qui est notre partenaire. Merci de nous accompagner et de nous éclairer sur ces problématiques.
d'Eunet qui offre depuis longtemps dans l'enseignement supérieur. Aymeric, je vais vous donner la parole tout de suite avec une question toute simple, hein, évidemment, pour rentrer de plein pied dans le sujet, c'est pourquoi on se pose la question du CRM et au fond, pourquoi il est important de disposer d'un outil pour rappeler toutes ces problématiques et pour adresser toutes les problématiques que j'ai évoquées avec nos invités. Merci pour la question, Gilbert. Pourquoi c'est important? L'enjeu principal, ça va souvent être d'augmenter la part des fonds propres via le CRM pour les établissements. Ça peut se faire de plein de manières. On va parler de taxes d'apprentissage, on va parler de formation continue, on va parler de recrutement des étudiants. Il y a plein de sujets. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'au final, un étudiant, généralement, les grandes écoles comme le SCP commencent à l'adresser, on va dire, sur les bancs du lycée. Mais en fait, il va rester en contact avec l'établissement, potentiellement, jusqu'au moment où il va faire des legs via la fondation. Et donc là, on voit bien qu'on va dire qu'il est beaucoup plus avancé dans la vie. Et au final, eh bien, dans le cycle de vie du contact, il est, on va dire, une dizaine d'années considéré comme un étudiant ou un prospect étudiant. Et puis tout le reste de sa vie, il va être interlocuteur entreprise, il va œuvrer pour l'employabilité parce qu'il va proposer des stages, peut-être des recrutements, il va peut-être suivre des formations continues, il va être adressé par la fondation. Et au final, la proportion de temps pendant laquelle il n'est plus étudiant, elle est beaucoup plus importante que celle pendant laquelle il est étudiant. Et donc, on voit bien ici l'intérêt de le suivre une fois qu'il n'est plus étudiant et donc qu'il est passé dans la case alumni. D'accord. Évidemment, juste sur ce que je disais tout à l'heure, cette dimension partie prenante, communauté, écosystème, si on n'adresse pas ces problématiques, c'est qu'on n'a pas compris comment marche le système, enfin l'économie de la connaissance et aujourd'hui comment fonctionne le système d'enseignement supérieur et ses enjeux. Oui, évidemment, je suis parfaitement en phase avec ce que vous dites. Et ce qu'on note également, c'est que plus l'engagement étudiant sur les plateformes alumni se fait tôt, le plus souvent avant même que la personne soit étudiante, plus ça fonctionne pour le garder ensuite sur le long terme. Et ça, Eva en parlera mieux que moi. D'accord. On est bien d'accord, Aymeric, avant de rentrer dans le sujet, qu'il y a évidemment la partie tech que vous incarnez avec un outil. Évidemment, ça n'exclut pas la partie, on se serre des mains, on boit des coups en after work, on fait des grands raouts. Hein, évidemment, je crois qu'on le rappellera tous, évidemment, le contact, il se fait à un moment. Oui, bien sûr. Il y a la partie plateforme, la partie logicielle qui est évidemment importante. Mais l'animation de cette plateforme-là et de la communauté l'est au moins tout autant. Ok. Donc, ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier d'aller voir son ancien, son élève, son contact client. Eva, Marie, je crois que vous êtes raccord avec cette approche. Hein. On parle d'un CRM, c'est-à-dire qu'il faut se doter d'un maximum d'outils pour ne pas perdre l'information, on va dire, et favoriser les interactions, et évidemment avoir une stratégie un peu plus globale. Marie, on va commencer avec vous, puisque vous êtes la responsable du CRM, c'est vous qui êtes la plus, la plus, comment dirais-je, concernée, et après on passera la parole à Eva. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette relation? Effectivement, Aymeric l'a très bien souligné, le contact se fait le plus tôt possible et dans notre cas, comme on recrute à partir du lycée, on commence à être en échange avec les différents prospects à partir du lycée, voire même avec des collégiens, des personnes qui envisagent à la suite du lycée en fait quelle étude supérieure ils souhaitent faire. Ça nous permet en fait de pouvoir rester en contact avec ces différentes cibles, d'échanger tout au long de leur cursus collège, lycée pour savoir ce qu'ils ont envie de faire, de les inviter à différents événements. On peut aussi également organiser des masterclass, également des summer schools, ça arrive également. En fait, tous ces éléments-là, ça nous permet en fait à chaque fois de pouvoir rester en échange avec eux, de les conserver dans ce vivier en fait à transmettre des informations de ce que SCP fait, partager également des expériences d'alumni, des témoignages d'anciens élèves qui peuvent partager aussi leur expérience sur ce qu'ils ont vécu à l'école et vraiment de conserver, continuer cette relation tout au long de leur processus de considérer ou de candidater à ESP Business School.
C'est Juste vraiment… une question. C'est pas des mails, hein. C'est pas des mails qu'on envoie, hein. C'est un peu plus. Il faut donner. C'est le vrai sujet. C'est pas du push avec des envois de mails et des mailings qui sont faits régulièrement. C'est un peu plus. Tout à fait. Mais en fait, quand je vous disais que les collégiens et les lycéens en fait, considéraient de faire ces études-là, en fait, on rencontre, nous, la plupart de nos prospects sont essentiellement rencontrés sur des salons. On va dire que la cible collège et lycée, en fait, on les rencontre sur des salons, ou alors on organise également des visites dans les établissements, des forums, des présentations dans les écoles, où on vient à la rencontre en fait de nos futurs étudiants pour leur présenter ce que c'est. Effectivement, on a un moment privilégié avec eux où on peut échanger vraiment et faire une présentation du programme de ce que SP propose. Et je vous parlais de masterclass, effectivement, on utilise, comme tout le monde, les emailing parce que c'est un moyen de communication qui est très simple et qui est très pratique. Mais l'idée derrière pour nous, c'est d'avoir un échange humain, en tout cas un rendez-vous one-to-one, ou bien une présentation, ou bien une masterclass, ou bien avoir un instant qui soit privilégié et qualitatif avec les personnes qui réellement témoignent un intérêt pour SP Business School. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est vraiment dans cette dynamique qu'on travaille. Oui, bien sûr. Et puis évidemment, lycéens, collégiens, jeunes étudiants, et puis évidemment, vers les plus âgés. C'est-à-dire, quand je dis plus âgés, c'est-à-dire les personnes sur lesquelles il faut jouer sur d'autres leviers. C'est-à-dire qu'il faut avoir un storytelling à chaque fois. Et évidemment, là, on est sur le cœur, hein, quand on parle engagement. Les anciens, c'est évidemment j'ai pas envie de dire la cible prioritaire, parce que Marine dira non, il y a beaucoup plus à adresser. Mais c'est iconique un peu quand on parle d'engagement des communautés, les alumni. Oui, absolument. Et puis, je vais me permettre, au risque de passer pour la naïve de la bande, de faire un petit pas de côté par rapport à ce que disait Aymeric, ou en tout cas de venir enrichir effectivement la dimension mercantile par une dimension de fierté d'appartenance. À vrai dire, nous, c'est vraiment ce qui est le cœur de notre mission, puisqu'en fait, ce qui va maintenir ce lien et faire en sorte que nos alumni continuent à se sentir fiers d'avoir fait cette école, avoir envie de rendre aussi un peu de ce qu'ils ont reçu, c'est ce lien-là. Et donc, est-ce que ça marche? Parce que, comment dirais-je, il faut les mobiliser, ces anciens. Souvent, ils sont un peu chafouins, ils ont oublié, ils sont partis à l'étranger, ils se sont mariés, ils ont d'autres soucis. C'est-à-dire, est-ce que ça marche? Parce que ce n'est pas si simple d'avoir leur mail, c'est un peu plus qu'il faut faire. Il faut faire plus que ça. D'abord, nous, on croit beaucoup à la rencontre dans la vraie vie. Alors, en fait, l'outil qu'on utilise, la plateforme, nous, on cherche à le rendre transparent. L'idée, c'est que ce ne soit qu'un moyen de plus pour favoriser de la rencontre dans la vraie vie. C'est ce à quoi on est extrêmement vigilant. Alors, à hauteur de 85 000, évidemment, on ne crée pas 85 000 interactions au quotidien. Mais l'idée, c'est véritablement de pouvoir… Ça fait plusieurs centaines de milliers de mails chaque année, quand même. Plusieurs centaines de milliers de messages chaque année, j'imagine que en quantité. Absolument. Absolument. Et quand vous posez la question, Gilbert, de savoir si ça marche, oui, ça marche, à condition qu'on soit en capacité à la fois de délivrer du service et à la fois de venir titiller cette dimension émotionnelle de ce qu'ils ont vécu pendant leurs années d'études. Donc, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il faut un peu plus que simplement un outil. Il faut aussi un storytelling, capacité de rédaction. Et quand on a l'outil, une fois qu'on a l'outil, on a fait que la moitié du chemin. Voilà. Absolument. Il faut faire rêver. Il faut mettre, comme disait l'autre, des paillettes dans les yeux, c'est ça? C'est ça. Et puis, il faut un ton, il faut une ligne directrice où chacun puisse trouver ce qui vient chercher dans son association d'alumni. Alors, une fois qu'on a dit ça, Philippe, je me retourne vers vous parce que Philippe, on va aller sur l'efficacité d'un outil comme celui-là, avec le prisme RH, évidemment. Quand on est sur des outils qui permettent de tracer, de flécher, de suivre différentes communautés ou des salariés, c'est évidemment pour faire remonter de la data et pour évidemment être beaucoup plus pertinent dans les actions. Alors, c'est clair que la dimension de data est primordiale. Hein, si on revient un peu sur la dimension objective du CRM, qui peut avoir différentes déclinaisons. Hein. CRM, ça peut être à la fois du Customer Relationship, donc c'est plutôt pour la partie client. Ça peut être aussi du Candidate Relationship. Hein, pour les RH, c'est pour les parties recrutement et candidats, recherche de candidats.
Mais c'est vrai que pour les écoles, c'est tout aussi important de cette dimension data et peut-être la plus importante, cette dimension de mise en relation parce que il faut établir ce contact. Et l'objectif, j'imagine, pour une école comme le SCP et pour un fournisseur de services comme Edonet, c'est de savoir comment garder ce contact, comment le pérenniser finalement pour développer des relations beaucoup plus approfondies dans le temps. Moi, d'un point de vue RH, ce qui est intéressant en participant à ce webinaire, c'est que vous faites la jonction quand même entre le monde de l'éducation et les premiers pas dans le monde du travail pour ces étudiants. Et du coup, vous jouez un rôle essentiel parce que il faut savoir les accompagner dans l'autre monde, entre guillemets. Et donc, du coup, vous avez un rôle primordial de votre côté. Ouais. Et juste, je reste sur cette idée de data, parce que dans l'entreprise, c'est évidemment capital, parce que ça va sur la mobilité, le recrutement, le sourcing, les augmentations, le suivi sur les salaires. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette… quand on passe au CRM, on devient data-centrique, en fait. C'est un peu l'idée que je porte quand je vous soumets ça. Et c'est aussi ça, quand on disait il faut savoir écrire, mais il faut savoir traiter et gérer la data qui va émerger. C'est vrai qu'on dit souvent qu'au XXIe siècle, le pétrole, le nouveau pétrole noir, c'est la data, mais c'est pas faux. Hein. C'est vrai qu'il est important de savoir collecter, gérer et optimiser ces data au sein d'un CRM, quelle que soit l'organisation d'ailleurs, hein, qu'on soit une école, une entreprise, ou une organisation de tout type, c'est important de savoir optimiser un outil comme un CRM pour généralement fructifier ces relations et généralement faire du business derrière. Donc alors, Aymeric, alors vous avez vu, on a balayé tout, hein, l'histoire à raconter à travers l'outil, la data qui remonte évidemment, et ça c'est quand même la partie visible de l'iceberg, ou invisible d'ailleurs, puisque la data elle est derrière et qu'on l'utilise après coup. Tous ces sujets-là, évidemment, recoupent les réalités du usage du CRM au quotidien. Et j'aimerais là aussi vous interroger sur cette partie data qui, évidemment, éclaire l'usage au quotidien du CRM, que ce soit à l'ESCP ou dans les autres écoles d'ailleurs, ou dans les entreprises. Oui, c'est vrai. En fait, je dirais qu'il y a trois phases dans l'usage de la data dans un CRM. La première phase, ça va être comment est-ce que je la capte. Par exemple, avec des interfaces, avec d'autres solutions, comment est-ce que je rentre la data quand je rencontre des étudiants sur un salon. Ensuite, comment est-ce que je la traite, qu'est-ce que j'en fais, et ça, c'est la stratégie de chacun de nos clients. Et je dirais que le point qui est de plus en plus abordé, c'est comment est-ce que je fais parler la data. Comment est-ce que je vais trouver des insights, comment est-ce que je vais trouver des cohérences entre la data pour arriver à me dire, par exemple, eh bien, si je rencontre un étudiant sur un salon et que je lui envoie tel type de mail et qu'il vient au JPO qui suive ou qui participe à un webinaire, alors ma chance de faire de ce prospect un étudiant est plus élevée. Et du coup, c'est ça qu'on va chercher à tracer dans le CRM et d'arriver vers une sorte de storytelling quelque part. Ouais. Et oui, faire parler des chiffres ou des datas, c'est toujours une histoire. D'ailleurs, on peut pas leur faire dire trop n'importe quoi, puisque avec l'IA, on verra peut-être qu'il sera peut-être possible d'anticiper et de prévoir. Alors, mesdames, j'avais une question pour vous. Marie, quand on met un CRM, c'est une organisation à bouleverser au sein de l'institution? Ah oui. Enfin, à bouleverser. C'est pas à bouleverser, c'est que simplement… À aligner peut-être. À harmoniser. Plutôt à harmoniser. Et effectivement, je vous parlais tout à l'heure donc des étudiants les plus jeunes. Mais en fait, quand on parle d'harmonisation, il y a également l'ensemble de la cible qui concerne le SCP. Donc, que ce soit donc, les étudiants plus jeunes ou même les professionnels, puisqu'en fait, nous proposons également des formations professionnelles. Donc, il faut trouver un moyen d'harmoniser et d'aligner le recrutement de ces différents prospects. Ça veut dire que nous, en interne, ça demande de pouvoir avoir une base de données qui va gérer à la fois des cibles on va dire, différentes, avec des intérêts différents, donc plus jeunes lycéens ou collégiens, étudiants ou
en études supérieures, ou alors des professionnels. Derrière, ça implique que les équipes soient formées, changent leur méthodologie de travail ou prennent de nouvelles méthodologies de travail. Pour certains, ça peut être parfois un peu un bouleversement ou un changement. Donc, il faut vraiment accompagner les équipes au changement, à la mise en place de nouveaux outils, de nouvelles routines. Simplement bien faire comprendre que les méthodologies qu'ils utilisaient auparavant, finalement, vont être transposées sur autre chose. Et ça va leur permettre de gagner en efficacité. Et aussi, justement, on parlait, Eva le disait clairement, nous avons 85 000 alumni. Bien évidemment, nous ne pouvons pas avoir une relation aussi proche avec les 85 000. On essaye, c'est vraiment notre objectif. Mais par contre, on peut réussir à cibler, identifier des personnes clés avec lesquelles on veut travailler, que l'on veut pouvoir recevoir dans notre établissement. Ça nous permet vraiment d'identifier la cible. Mais est-ce que quand on met en place un CRM, est-ce qu'il y a des résistances? Ma question, c'est est-ce qu'il faut un outil unique? Parce qu'évidemment, il y a différentes directions. Oui, il y a toujours une résistance. C'est pour rentrer dans la vie de la patronne des CRM. Alors, il y a toujours une résistance pour plein de choses. C'est que déjà, il faut être bien organisé dans la façon dont vous allez mettre en place l'outil, vous allez l'implémenter. Être sûr qu'il y a une structure qui soit suffisamment claire pour présenter aux différentes équipes. Donc, nous, à ESCP, on est quand même multicampus avec des langues différentes. On n'est pas sur un seul pays ou un seul site, donc c'est déjà une complexité. Avoir un véritable chef de projet, une équipe projet, pour bien expliquer les différentes étapes et les phases. Une personne qui soit en relation proche avec les équipes terrain, pour vraiment s'assurer de la moindre question, le moindre accompagnement, le moindre doute. Et oui, il y a besoin d'une équipe qui soit dédiée. Effectivement, on doit faire face aux différentes craintes. Ce n'est pas être réfractaire au changement, c'est vraiment des craintes et des inquiétudes que les personnes terrain en fait, peuvent avoir. Parce que les personnes qui travaillent au quotidien ont besoin de s'assurer que l'équipe projet ait vraiment conscience de la réalité de leur quotidien et de leurs différents impératifs. Je vais vous donner un exemple très simple. Un recruteur qui part en salon à l'autre bout du monde, avec qui on a pu mettre en place différents outils de captation, Émeric en parlait, de captation des leads. Si l'outil de captation des leads ne fonctionne pas et ne peut pas en fait basculer sur l'outil directement, parce que parfois pour des raisons techniques, connexion Internet, nous sommes aussi contraints à différents aléas, ça fait partie du quotidien de tous. Il doit pouvoir avoir une équipe projet derrière qui est en mesure de lui répondre et de l'accompagner et de trouver une solution. Donc c'est vraiment cette phase-là qui est compliquée. Et oui, la mise en place d'un outil CRM demande beaucoup d'organisation et de coordination, que ce soit au niveau du service informatique, infrastructure. Tout le monde utilise le même outil, parce que j'imagine qu'il y en a qui font que tout le monde utilise le même outil, parce qu'il y en a parfois qui font leur fichetis dans une petite direction, qui disent non, on sait faire avec nos clients. D'où la coordination et l'harmonisation dont vous parlez, où on s'appuie justement sur les différents responsables de service pour mettre en place une logique et un fonctionnement commun. Il faut passer par la formation, j'imagine. Didier, Eva, je vais vous passer la parole si vous êtes d'accord. La mise en place d'un outil, alors, c'est d'autant plus important que les alumni, c'est une population qu'on adresse volontiers dans les grandes écoles. Est-ce que la mise en place d'un outil, elle est aussi importante dans la prise en main de votre équipe, mais aussi dans la prise en main des alumni eux-mêmes, c'est-à-dire comment s'assurer qu'eux-mêmes, ils vont, vous savez, je vais raconter une anecdote. Moi-même qui suis un ancien, on m'a reproché de ne pas m'être connecté sur la plateforme des anciens de Donc, en fait, il faut créer cette envie d'aller vers cette plateforme. Vous avez tout à fait raison. La difficulté chez nous, ce n'est pas l'utilisation interne, puisqu'en fait, les associations d'alumni, ça fait très longtemps qu'elles utilisent. Alors, au temps de la préhistoire, c'était des fichiers Excel, mais depuis, ça a bien évolué. Donc, on est très habitué à utiliser ce type d'outils. Donc, en interne, moi, je n'ai pas de résistance. C'est un réflexe très naturel. En revanche, en effet, le véritable enjeu, c'est de faire en sorte que les alumni se connectent, mettre à jour leurs données. Aujourd'hui, le réflexe, il est plutôt de mettre à jour son profil LinkedIn que veut dire venir mettre à jour ses coordonnées sur sa plateforme d'alumni. Donc, il y a un enjeu autour de ça, un enjeu de la fraîcheur de la data, un enjeu autour aussi, pour faire le lien avec ce que disait Marie avant, des alumni journey, c'est comment on personnalise et comment on accompagne chacun de nos profils pour garantir qu'on a le meilleur service au meilleur moment
Ouais. chacun d'entre eux. Et il faut en plus doser entre demander de l'interaction mais pas sursolliciter ces communautés. J'imagine que tout ça, c'est un exercice évidemment assez… c'est un peu de finesse. Hein. Je vais vous raconter. Permettez-moi une anecdote qui illustre. C'était dans une grande école, ce n'était pas le SCP, hein, je vous rassure tout de suite, donc vous êtes épargné. Mais c'est quelqu'un qui avait fait sa grande école en France et puis il avait fait un double diplôme à l'étranger. Et alors, il y avait deux messages. Il y avait, alors c'était pendant une crise économique, c'est pas si c'est assez récent, et la grande école envoyait des messages, pensez à votre cotisation, et le partenaire anglais d'où il est alumni aussi lui disait, c'est la crise, est-ce que vous avez besoin d'aide? Donc, c'est là où on voit aussi tout le storytelling, comment il est important, évidemment, à mettre en place. Juste un mot avant de passer la parole à Aymeric. Philippe, quand on met en place un outil, que ce soit dans une entreprise ou dans une école ou dans une institution, juste un mot pour vous dire qu'on a beaucoup de questions, ça veut dire que ce que vous dites est passionnant et intéressant. Donc, quand on met un SIRH, puisqu'il s'agit de ça, hein, avec des grands acteurs, hein, Oracle et d'autres, c'est toute l'infrastructure et la chaîne de direction et la direction RH qui est impactée, comme un peu ce que disait Marie tout à l'heure. Ouais, non, mais je pense que Eva et Marie ont dit les principaux points. D'abord, effectivement, le déploiement d'un CRM, c'est un véritable projet de conduite de changement. Hein, donc, il faut embarquer beaucoup de monde dans le projet et, si possible, monter un comité dédié pour le suivi avec l'ensemble des parties prenantes au sein de gouvernance, quoi. Une gouvernance vraiment essentielle. Et puis, effectivement, il faut que tout le monde s'aligne sur cet outil. C'est-à-dire qu'il faut trouver des moyens, des leviers pour que tout le monde bascule sur cet outil. Sinon, on ne l'optimise pas. Voire même on dévie dans les objectifs, on se disperse et il faut vraiment se concentrer sur l'adoption de ce nouvel outil, quitte à passer en mode pilote pour voir s'il n'y a pas quelques soucis d'expérience utilisateur ou des services qui manquent, mais c'est essentiel effectivement que tout le monde monte à bord dans son nouveau CRM. Alors, c'est vrai que le réflexe du fichier Excel, même nous, du RH, on y pense encore. Hein, on a encore des sociétés qui nous disent, ouais, on n'a pas de CRM, on fait tout sur fichier Excel. Donc, ça reste encore un gros concurrent. Et je pense que Aymeric ne va pas me désapprouver sur ce point-là. Mais effectivement, le CRM, lorsqu'il est bien utilisé, est un outil formidable pour développer les relations avec les futurs étudiants, les étudiants actuels et ceux qui quittent les établissements. Donc, j'ai une question notamment sur est-ce que l'outil CRM peut être assimilé à une base de données. On peut être d'accord que sur le point, c'est une base de données brute au départ, mais Aymeric pourra peut-être nous apporter des précisions sur ce point. Aymeric, j'allais lui poser la question, mais alors, tout ça est fait… Il y a quelque chose à rajouter, si je peux me permettre. Oui, allez-y. Oui, excusez-moi. En fait, ça rejoint un peu ce que vous disiez, Philippe. Effectivement, la mise en place d'un CRM, c'est un enjeu qui est assez colossal, mais il faut vraiment que ce soit porté par la direction de l'entreprise, direction de l'école, qui soit en place. C'est exactement, c'est la gouvernance. Si le projet n'est pas porté par la direction de l'école, c'est sûr que c'est un flop et ça va être compliqué. Derrière, il faut mettre en place un rétro-planning, il faut avoir un budget qui soit alloué. Et si sous toute cette gouvernance et ce n'est pas porté par la direction de l'école, c'est très compliqué dans les services associés de pouvoir mener à bien ce projet. Et on est d'accord, évidemment, et il faut prendre son temps. Il ne faut pas se plugger. S'il faut 2 mois de plus ou 6 mois de plus, on les prend. Aymeric, voilà, c'est ça que c'est le point que je voulais aborder avec vous. C'est évidemment l'outil, il a toutes ses qualités, tous ses bénéfices pour l'institution, mais c'est le temps, la formation, l'accompagnement et pour rappeler ce que disait Philippe, la gouvernance, le pilotage. Oui, tout à fait. Et puis pour les utilisateurs, alors parce que c'est vrai que on peut faire le plus bel outil du monde qui fonctionne très très bien. Sans les utilisateurs au quotidien, il devient presque inutile. Donc c'est vraiment sur eux que doit se concentrer la conduite au changement. Et moi j'ai une phrase que je sers à volonté, c'est que ça change un petit peu les habitudes. Et le matin, quand les utilisateurs arrivent au travail, eh bien
on rajoute un élément dans la routine où on ne fait plus j'ouvre la messagerie, je vais boire un café et je me mets au boulot, mais c'est vraiment, je rajoute la dimension, je me connecte au CRM parce que ça doit vraiment être un outil à part entière dont on se sert toute la journée et qui doit être ouvert instantanément quand on arrête. Ouais. Alors, ça fait beaucoup de choses entre le café, l'intranet, les emails, la messagerie. On commence la matinée avec une routine. Mais bon, en même temps, c'est ça aussi. On gagne en efficacité, on gagne en pertinence, mais parfois, il y a une petite routine qui s'ajoute à tout cela. Est-ce que ça vous embête, avant de passer aux questions, qu'on parle argent? Parce que, évidemment, on parle changement, conduite du changement, on parle nouvelle organisation, nouvelle perspective, on parle de data, on parle de ça. J'imagine que c'est un investissement pour une organisation de mettre en place d'abord un outil. Il y a la formation, il y a le temps hommes et femmes passer sur la formation. Évidemment, l'idée, c'est d'en gagner un peu à la fin en efficacité, hein, j'imagine, mais c'est un investissement, il faut le voir aussi comme cela. Je me permets de répondre. C'est pour vous, Marie, que je pose j'étais pas. Et oui, bien sûr, c'est un budget important. Alors, tout dépend aussi de l'outil que chaque entreprise, chaque établissement souhaite mettre en place. Mais effectivement, c'est un budget qui est colossal. Et en fonction de l'outil que vous avez choisi et du nombre d'utilisateurs que vous allez avoir, ça peut démultiplier le nombre de coûts, que ce soit en formation, que ce soit en mise en place, que ce soit dans la durée du projet, parce que plus le projet est long, effectivement, plus l'investissement financier est important et plus l'investissement humain est important. Et vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à prendre plus de temps. Et oui, il ne faut pas hésiter. Alors, tout dépend du projet. Henrik, il nous dira tout hein, sur les chiffres, hein, parce que j'imagine qu'il y a aussi des paliers. Hein, c'est pas aussi simple. Ça dépend aussi du nombre de contacts, ça dépend du nombre de licences, ça dépend du nombre d'établissements. On est quand même au ESCP sur une structure multicampus avec un département académique et un département formation continue qui doivent coexister également. Donc, c'est des équipes et des campus différents. Donc, la formation doit aussi pouvoir se faire sur site, hein, puisque de la même manière que la relation avec les prospects, on va favoriser la formation des équipes sur site pour avoir cette proximité, bien comprendre les enjeux de chacun et permettre que cette conduite au changement se fasse en douceur. Mettre en place un CRM, ça peut prendre, dans une structure comme AESCP, ça peut prendre 2 ans. 2 ans? Ah oui, ça peut prendre 2 ans. En fait, tout dépend de la façon dont vous montez le projet. Ça peut prendre 1 an et demi, ça peut prendre 2 ans. Ça dépend des différents enjeux. Ça dépend également des différents services également qui veulent se plugger, tout simplement sur ce qui existe déjà. Si vous partez de rien, que vous n'avez que des fichiers Excel, effectivement, vous partez de zéro, la mise en place d'un projet peut être très rapide. Là, c'est la partie formation des équipes et le change qui va être plus important en termes d'accompagnement et de mettre en place cette routine. Le matin, tu arrives, tu vas allumer ton CRM, tu vas te connecter à telle chose pour mettre en place des routines. Et quand vous avez affaire à une structure où il y a déjà un CRM en place, la simple migration ou l'absorption d'autres départements dans un outil existant va permettre de justement prendre le temps de remettre les choses à plat et de trouver des projets communs et de s'assurer que les différentes bases qui existent peuvent coexister dans un seul et même projet unique. D'accord. Bon, on ne va pas parler gros dollars avec vous. On en parlera avec Emric alors. Non, mais je veux dire, c'est quelques dizaines de milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros. Ça représente un investissement. Moi, je dirais des centaines de milliers d'euros. Mais encore, tout dépend de l'outil que vous prenez. C'est pas anodin. Et encore, ça dépend si vous êtes dans une école, vous avez juste une école avec, on va dire, 20 utilisateurs, d'accord. Nous, à ESCP, on a plus d'une centaine d'utilisateurs, donc ça change un peu la donne, en fait. Et tout dépend du périmètre de chacun et de l'organisation de base que vous avez au départ. Ouais. Bon, Eva, vous profitez vous de l'infrastructure ou c'est que vous avez développé votre outil, vous êtes plugué sur comment ça s'est passé en fait? Parce qu'on voit bien là, on a deux situations, le CRM marketing, toutes les actions commerciales qui sont menées par l'école, et puis le département alumni. Comment vous êtes organisé? C'est peut-être un cas d'école qu'on peut voir, si je puis dire. Alors nous, on est totalement indépendants, comme beaucoup d'associations d'alumni, en tout cas souvent sur les business schools. Donc, non, il se trouve qu'on a la même solution
qu'on est tous les deux chez Eudonet, mais ça n'a pas toujours été le cas. On n'a pas toujours eu la même solution. Donc, nous, on a notre propre outil. Mais du coup, vous pouvez faire des passerelles entre l'un et l'autre. Ça facilite. On peut faire des passerelles. On a des accords RGPD qui nous permettent aussi d'échanger de la donnée. On en parle de la RGPD. Oh là là, oui, ça. Oh là là. On en parlera après. Je le note. J'avais noté plein de choses à adresser, mais évidemment, avec ce qui se passe en plus un peu partout dans le monde et la concurrence que se livrent et les Chinois, les Américains et nous en Europe, pauvres de nous, évidemment, c'est un sujet. Philippe, évidemment, les entreprises ont beaucoup investi. Moi, j'ai été frappé d'aller dans les salons RH où la solution SIRH représentait les principaux espaces et les principaux enjeux pour les DRH. Oui, non, mais c'est le type de solution qui est essentiel maintenant pour toutes les organisations. Hein. C'est difficile de vivre sans CRM. Alors, c'est sûr que c'est un investissement au départ, mais il faut voir ça sur le long terme. C'est quand même un retour sur investissement qui est important derrière. Pour l'exploitation des données, j'aurais du mal à comprendre comment on peut se passer d'un CRM, quelle que soit l'organisation maintenant. Donc, c'est sûr qu'après, les prix peuvent varier en fonction des configurations des organisations, s'ils sont multisites, s'ils sont à niveau international également, le nombre d'utilisateurs, le nombre de modules aussi qu'on adopte, hein, parce que naturellement, j'imagine que des fournisseurs de solutions comme Eudonet proposent différents modules et du coup, c'est à prendre en compte en plus dans la facture au final. Mais c'est vrai que l'important, c'est d'avancer, je pense, à petits pas et puis savoir quels sont vraiment les modules qui sont vraiment essentiels pour démarrer et puis avancer progressivement. Bon, Émeric, vous avez remarqué, personne n'a répondu à ma question, hein, Émeric. Oui, c'est parce qu'elle est très difficile. Alors, non, parce qu'elle est très intelligente, tout simplement. C'est vrai aussi, mais ça va ensemble. Mais en fait, les tarifs sont vraiment très variables en fonction des contextes. Alors, je parle pour Eudonet, mais on a des clients avec des abonnements à quelques milliers d'euros par an et d'autres, effectivement, à plusieurs centaines. Donc, c'est quelque chose qu'on calibre en fonction du nombre d'utilisateurs, en fonction des usages, en fonction de plein de choses. Et c'est assez difficile, mais la fourchette est très, très large. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en mode SaaS, c'est-à-dire un abonnement avec une scalability, je ne sais pas si ça se dit, comment une évolution et une mise à l'échelle. Comment? Une mise à l'échelle. Une mise à l'échelle, voilà, on sait traduire en français. En tout cas, une capacité à s'adapter en fonction de la demande. C'est ça qui est intéressant, si je résume un peu. Et s'il y a beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, si on veut ajouter des modules, sortir des modules, avoir quelques fonctionnalités en plus. Je crois que c'est ça qu'il faut préciser. C'est ça le bénéfice de la technologie, c'est de pouvoir justement l'adapter. Et en fait, Gilbert, oui, exactement. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans la mise en place des projets. Et ça va un peu avec les nouvelles méthodes dites agiles. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à rentrer dans un projet à 2 ans et de vouloir tout faire d'un coup, mais plutôt de monter le projet petit à petit, de commencer par exemple par un service, puis un autre, et puis de créer un petit peu l'effet boule de neige comme ça, ce qui permet d'avoir des petits succès réguliers et aussi en termes d'organisation chez nos clients, ça ne demande pas à ce que tous les services soient prêts en même temps, mais de pouvoir s'adapter un petit peu à ces services-là et voilà, leur laisser le temps de monter dans le projet. Marie, vous vouliez dire quelque chose, pardon. Oui, c'était pour répondre un petit peu plus à votre question argent financière. En fait, il faut bien différencier 2 choses. C'est la mise en place du projet et le quotidien une fois que le projet est mis en place. Parce qu'effectivement, Émeric, vous parlez soit de milliers d'euros, soit de centaines de milliers d'euros en fonction des clients, mais le montage d'un projet doit être dissocié de votre abonnement au quotidien. En fait, c'est 2 choses différentes. C'est vraiment 2 choses qui doivent être séparées. Parce que dans le quotidien, une fois que la solution et la base est mise en place, ce que vous allez payer annuellement va être complètement différent de ces 1 an et demi à 2 ans de projet. Je vous parlais jusqu'à 2 ans parce que Émeric l'a parfaitement indiqué. En fait, sur ces 2 ans de projet, il va y avoir des phases pilotes, il va y avoir des phases de recettage et on ne livre jamais un outil une fois pour tout le monde. On va livrer effectivement des services, des départements ou des programmes
pour s'assurer que tout fonctionne bien et petit à petit, on implémente et on installe le système auprès de tous nos utilisateurs. Bon, je vous propose de passer aux questions parce qu'on est là pour aussi nos internautes. Moi, j'ai plein de questions à vous poser, mais notamment, Eva, elle a évoqué le RGPD, il faudra bien peut-être dire un mot. Marie, une question pour vous de notre professeur de l'IESEC. Je salue Manon qui nous a gentiment posé cette question, qui n'est pas anodine et qui résonne avec tout ce qu'on a dit. À qui êtes-vous rattaché hiérarchiquement, le CRM hiérarchique? En termes de direction, vous voulez dire, Ouais. l'organisation de l'école, je suis rattachée au département marketing fédéral. Voilà. Donc, marketing, on comprend, fédéral, c'est marketing de toute la maison, c'est ce que ça veut dire. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. D'accord. Merci Manon pour cette question. Comment créer le lien d'appartenance dès le début au-delà de l'utilisation de l'outil CRM? Mais j'aimerais creuser les autres bonnes pratiques. On a plein. Eva, répondre à la question. Alors, il y a le CRM, mais qu'est-ce que c'est? C'est Alors, c'est une vaste question. Si je veux synthétiser ça. En 3 minutes. En 3 minutes, même pas, beaucoup moins que ça. En fait, nous, les étudiants sont des alumni dès le premier jour où ils rentrent à l'école. Et donc, en fait, il y a tout un volet de services, en particulier sur l'interaction avec la communauté qu'on met à leur disposition. L'idée n'étant pas de se substituer au carré service de l'école, mais plutôt de venir dans les interstices sur comment mieux faire interagir les étudiants avec la communauté à travers des programmes, par exemple, de mentoring, à travers des programmes de mock interviews, de bootcamp, ce genre de choses. Si je dois répondre très rapidement à la question, c'est ça, et j'espère que… Et puis pour les alumni, il y a aussi parce que moi j'ai fait quelques rendez-vous alumni, les pôles, les moments, les conférences, les workshops pour le boulot, les chasseurs de tête qui se mettent à dispo. Enfin, j'imagine il y a plein d'initiatives qui doivent aller dans la préférence de chaque communauté. Enfin, je me mets à la place de vous et pardonnez-moi de répondre à votre place. Toutefois, il y a une question pour vous qui est pas mal. Bonjour Eva, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de votre utilisation de données dans la gestion du réseau? Avez-vous une plateforme, un site internet des réseaux? Oui, alors effectivement, nous, on utilise la solution NetOnSer au sein de Donet. Et effectivement, on a à la fois une base de données, un outil d'emailing, un outil pour faire des requêtes très spécifiques. Et puis, évidemment, on complète ça avec une animation quotidienne des réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, qui est pour moi totalement complémentaire à l'utilisation de la plateforme. D'accord. On précise, dans le coût, Stéphanie nous précise, Stéphanie Rollet, dans le coût, il faut penser aux personnes en charge de la qualification des datas. C'est très compliqué et chronophage de maintenir les informations à jour dans le respect du RGPD. Émeric, il faut penser à tout ça quand on met un outil. Oui, bien sûr, mais alors il y a une erreur qui est… Enfin, comment dire? C'est pas une erreur, mais il y a une croyance qui est un peu fausse, c'est-à-dire que on a tendance à se dire ouais, ok, moi je suis pas considéré par le RGPD parce que j'utilise des fichiers Excel, ce qui est totalement faux puisqu'au sens du RGPD, Excel est une base de données et donc est soumise au RGPD. Donc au final, le projet CRM, il est plus une opportunité de se mettre en conformité par rapport au RGPD qu'une contrainte. D'accord. Là, vous vous dites que en fait, c'est plus facile. D'abord, qui dit que le RGPD ne tient pas compte du tableau Excel? C'est complètement abracadabrantesque. Ah ouais, moi je l'entends souvent. Mais non. Et alors, ceux qui disent, ah bon, moi j'ai écrit avec un stylo, c'est pas RGPD. En fait, à partir du moment où il y a des adresses de la data du contact, c'est RGPD. Alors, je ne sais pas pour qui est cette question. Ah oui, non, mais c'est pour vous encore, Eva, mais vous êtes une star. Combien êtes-vous dédié à l'animation et développement du réseau alumni à l'ESCP? Alors, on va dire que c'est quand même une mission de l'intégralité de l'équipe, mais plus spécifiquement, elles sont 3 à travailler vraiment que sur la partie animation de la communauté, mais en fait, on y travaille tous. D'accord. De toute façon, j'imagine que tout le monde est ambassadeur et tout le monde est alumni et tout le monde s'entretient. Émeric, on est tous. Pardon. Émeric, ça rebondit avec ce que vous avez dit. L'outil d'un CRM peut être assimilé à une base de données. Bah oui, évidemment, et c'est ce que vous disiez, c'est même une optimisation de la base de données. Oui, c'est ça. Derrière, il y a effectivement une base de données pour stocker la donnée, mais pour les utilisateurs, en fait, ils ont un logiciel en mode web qui permet
qui permet de dialoguer avec la base de données, mais c'est plutôt transparent pour l'utilisateur. Une question aussi que Jean-François Servel, qu'on connaît bien, une personnalité du monde de l'éducation, qui a occupé des fonctions évidemment importantes. Et merci Jean-François de contribuer à notre débat. On parle de l'ESCP, on parle des grandes écoles, des grandes entreprises. Pourquoi les universités n'ont pas développé des dispositifs CRM, notamment avec leurs anciens élèves? Alors vous, Émeric, vous êtes en contact avec tout l'écosystème enseignement supérieur. C'est plus difficile de discuter avec les universités? Alors, ce n'est pas plus difficile de discuter avec les universités. C'est vrai, en tout cas en France, ce ne serait pas vrai aux États-Unis, par exemple, que le sentiment d'appartenance des étudiants et des alumni, du coup, à l'université est moins fort que dans d'autres pays. Il y a quelque chose de culturel là derrière. Et au final, si vous interrogez des universitaires, enfin des étudiants qui ont fait des études universitaires, ils ont plus un sentiment d'appartenance avec la composante dans laquelle ils ont fait leurs études qu'avec l'université elle-même. Donc, le sujet se pose un petit peu différemment. Et souvent, les composantes ont un outil qui n'est pas forcément relayé dans les universités, mais moi, j'ai vraiment le sentiment que les universités y travaillent à ce sentiment d'appartenance et que ça va plutôt dans le bon sens. Et puis, on peut peut-être… Pardon. Non, et si je peux compléter, je pense qu'il y a une histoire de moyens aussi derrière. Ça a un coût d'entretenir un réseau d'alumni. Mais je suis d'accord avec Émeric, je pense que les universités sont en train de s'y mettre petit à petit, que ça va évoluer. Et puis, on parle de quoi? C'est-à-dire que l'université, ça peut être 10, 20, 30, 65 000 étudiants, 100 000 étudiants. Donc, on est à l'échelle. Évidemment, on parlait de prendre son temps. Évidemment, prendre son temps et mobiliser les moyens nécessaires, c'est pas si simple en réalité. Et voilà. Donc, conformité au réseau. Alors oui, alors une question d'Amélie Montagne. Alumforce, vous dites qu'il faut… Alumforce, j'imagine que c'est un outil une application. Vous dites qu'il faut connecter aux plateformes avant qu'il soit étudiant. Alors, en gros, quand est-ce qu'on doit connecter l'étudiant à sa communauté? C'est un peu la question, Amélie, en creux. Ça veut dire peut-être dès le début, dès le plus tôt possible. Le premier jour, et en fait même avant le premier jour. Dès qu'il a confirmé qu'il allait rejoindre l'école, c'est là où il doit déjà sentir qu'il appartient à cette communauté-là. Ouais, c'est ça. Très tôt, hein, il faut pas… Très tôt, le plus tôt possible. Ça rebondit effectivement sur ce qu'Eva disait tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que les écoles mettent en place des systèmes de mentorat, par exemple, avec des anciens ou des étudiants qui vont accompagner les prospects étudiants et répondre à leurs questions, etc. Et c'est le premier niveau d'engagement, en tout cas, dans la chronologie. Alors, moi, il y a une question aussi qui m'interroge, parce qu'on parle techno, hein, vous l'avez compris depuis le début. Est-ce que l'IA impacte beaucoup est-ce que ou c'est quelque chose encore qui est un peu loin? Est-ce qu'on a fait des progrès grâce à l'intelligence artificielle générative ou générale, selon où on se place? Émeric, Marie, Philippe, Eva, qui veut répondre? Bon, je peux permettre de démarrer. Je vous propose un peu de mettre le cadre sur le thème de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé autour de l'intelligence artificielle avec l'essor de ChatGPT qui est maintenant généralisé en entreprise. Donc, c'est devenu un outil, je ne vais pas dire encore généralisé, mais qui s'est quand même fortement popularisé au sein des entreprises et des organisations. Donc, c'est vrai que maintenant, l'ensemble des organisations y compris les écoles d'établissements supérieurs, mais aussi naturellement les fournisseurs de solutions numériques, doivent se positionner par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui bougent ces temps-ci, beaucoup de plats qui arrivent sur le marché. Ça donne un peu le tournis, mais j'imagine qu'à tous les niveaux, on se pose la question comment dompter l'intelligence artificielle pour ses propres besoins. C'est vrai que dans les RH, on arrive à tracer les candidats, à révéler les talents, à suivre. Enfin, ça permet en tout cas sur la partie RH d'aller un peu plus loin que simplement la collecte de CV, quoi. Ça permet d'optimiser effectivement l'exploitation des data. Alors, ce n'est pas non plus l'Espérado. Il faut quand même y aller doucement avec l'IA. Il y a beaucoup de promesses autour de cette dimension-là. Mais par contre, c'est un marathon qui est lancé. On
peut pas dire que l'IA, c'est un effet de mode. Non, ça concerne toutes les industries, toutes les entreprises. Et il faut avancer. Donc, c'est un peu comme les CRM. Il faut avancer à petits pas et il faut notamment avancer sur la dimension CRM et IA. Et, Oui. je pense qu'Émeric Alors, va mesdames, qu'est-ce que vous avez fait, vous? là-dessus. Je sais que le SCP est très avancé sur IA. J'ai eu la chance d'en parler avec votre directeur général qui est très attaché à ce thème. Si je peux me permettre de Mais poursuivre. vous pouvez tout vous permettre, Marie. Arrêtez de dire, vous prenez la parole. Alors, du coup, pour nous, l'IA, c'est quelque chose qui est implémenté dans notre écosystème depuis un moment déjà. On a un data office, du coup, qui fait beaucoup de travaux sur ces technologies-là. Et nous, dans notre quotidien, bien, en fait, ça vient automatiser des tâches que l'on fait au quotidien. Donc, ça nous permet de gagner du temps sur des choses un peu fastidieuses qui peuvent être programmées, qui peuvent être anticipées. Comme le disait Philippe, on avance, mais on reste aussi très vigilant parce que l'IA, en fait, on essaie d'identifier des sujets ou les thématiques sur lesquels on peut gagner du temps et mettre en place une intelligence artificielle pour nous accompagner, nous permettre d'avoir un temps de qualité sur d'autres activités. Voilà. Mais on est encore en train de continuer à identifier différents sujets sur lesquels on va pouvoir mettre en place des IA sur un certain nombre de tâches administratives ou de choses chronophages que l'on fait au quotidien. Notamment, si je rebondis sur l'outil Eudonet, je sais que l'IA maintenant est présente sur l'ensemble des emailing. Ça veut dire qu'on a la possibilité aussi d'avoir un accompagnement quand on crée un emailing, d'avoir cette IA qui vient nous aider sur la partie contenu. Voilà. Mais nous, c'est quelque chose sur lequel, en fait, l'IA vient accompagner l'humain au quotidien, que ce soit sur l'outil ou dans nos différentes tâches Bien sûr. Du CRM. Oui. Eva. Ouais. Ce que vous mentionniez, Gilbert, effectivement, c'est que le SCP a signé un partenariat avec OpenAI et donc il y a de gros travaux qui sont en cours au sein de l'école pour voir comment mieux utiliser l'intelligence artificielle dans tous les services et dans toutes les interactions. Moi, au niveau Alumni, il y a de grosses attentes de notre part, effectivement, sur ces outils. Pour être très honnête, à ce stade, on n'a pas encore vraiment trouvé la meilleure façon. Il y a plein de choses qui se développent, il y a plein de startups qui s'emparent de ce sujet. On a encore besoin de déblayer le terrain pour voir comment optimiser tout ça. Donc, je rejoins ce que disait Philippe tout à l'heure. De toute façon, Émeric, il est la solution, hein, puisque d'abord, il Ouais, est obligé, il n'a pas le choix. Alors, ce qu'on fait chez Eudonet au sujet de l'IA et qu'on a commencé à implémenter, Marie en parlait, c'est qu'on va plutôt que de dire on va faire de l'IA un peu généraliste et puis au final on tâtonne un petit peu sur tout. On a tracé tous les parcours utilisateurs, tous les parcours même de la data au sein des solutions Eudonet et on va apporter des agents IA mais sur des choses très très spécifiques pour améliorer les choses qui sont améliorées, les taux de conversion quand on parle de recrutement, pour faire parler la donnée, tous ces sujets-là, mais plutôt avec une position très ciblée sur les usages de nos clients, comment l'IA va pouvoir les aider, les assister. Voilà, donc on ne va pas venir en concurrence d'OpenAI, mais plutôt avoir une approche très pragmatique avec l'IA. Oui, c'est le service augmenté, en fait. Hein. C'est bien ce qu'on dit quand l'IA, ce n'est pas remplacer l'homme, c'est augmenter sa capacité à être réactif, à avoir un service amélioré, whatever. En fait, en tout cas, ça permet d'aller plus loin. Une dernière question avant de… ça fait presque une heure qu'on parle, hein, quand même, on ne se rend pas compte. Hein. Mesdames, Émeric, Philippe, évidemment, moi, j'aimerais savoir quel est l'équilibre. Est-ce qu'il y a un nouvel équilibre qui s'est créé entre… évidemment, avoir une animation digitale forte, efficace, intelligente, avec l'artificiel ou pas. Bref, compatible RGPD. Mais évidemment, quel est l'équilibre avec le physique? Et là, la rencontre, évidemment, par exemple, Marie et Eva. En fait, chacun se nourrit de l'autre. Je pense qu'il n'y a pas d'animation présentielle forte sans animation digitale forte et inversement. Je suis convaincue qu'on doit faire monter les deux en permanence pour maintenir cet équilibre et chacun vraiment, chaque expérience est tirée vers le haut par l'autre.
Mon sujet, c'est de bien dire, attention, hein, on met un outil qui permet d'animer la communauté, mais qui permet de l'animer, pas qui va en aucun cas se substituer à… C'est ça. C'est ça. Ça ne pourra jamais remplacer la rencontre dans la vraie vie. Voilà, c'est central. Émeric, d'ailleurs, je crois que c'est un peu votre message, c'est de dire, attention, on arrive avec un outil, mais pas la solution magique qui va remplacer à un moment la poignée de main ou l'afterwork avec les anciens, ou je ne sais pas. Ouais, je suis parfaitement en phase avec ça. Au final, on cherche à créer des relations humaines et pour les créer, il faut que les personnes se rencontrent. Et ça, sur tous les sujets qu'on a adressés aujourd'hui, sans aucun doute. Moi, j'aimerais savoir aussi, avant qu'on se quitte, alors je regarde s'il y a des questions. Quelqu'un disait qu'il faut animer aussi la communauté des salariés qui s'occupent du réseau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a… qui nous pose la question? Voilà. Combien êtes-vous de personnes dédiées à l'animation du développement du réseau alumni de votre école? Ça, c'est vraiment quelque chose c'est une couche supplémentaire, je ne sais pas comment expliquer, c'est-à-dire qu'il faut entretenir ce réseau et entretenir la plateforme et entretenir l'amélioration permanente de cet outil. C'est vrai que ça aussi, c'est une brique ajoutée en plus. Eva, bon. Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, moi, chacun de mes collaborateurs contribue au développement du réseau. Que ce soit effectivement ceux qui animent les réseaux sociaux, que ce soit ceux qui gèrent l'international, que ce soit ceux qui gèrent la communication, mais aussi ceux qui s'occupent plus particulièrement du développement de la carrière de nos alumni. Ça fait aussi partie du développement du réseau. Donc, en fait, moi, l'intégralité de l'équipe, mais si vous voulez vraiment ceux qui font que du développement réseau, je dirais, allez, 6 personnes. Quand même. Alors une question, je vous la livre comme elle nous est arrivée. Quels sont les accords RGPT conclus entre l'école et l'association d'alumni? Il faut des accords spécifiques à chaque fois? Alors, nous, on a signé un accord, mais pour être très honnête, on a des DPO qui s'occupent de ça et de s'assurer que nous respectons les règles RGPD dans le partage des données qui sont faits entre l'école et l'association. Ouais, ok. Comment dirais-je, Philippe, comment dirais-je, dans les entreprises, le basculement data-centrique, le basculement techno, est-ce qu'il suit la même courbe d'apprentissage que dans les écoles et les universités? Est-ce qu'il y a encore des… Vous le disiez au début, mais je suis toujours un peu surpris. J'ai l'impression que c'est généralisé, mais pas tant que ça en fait. Dans les entreprises, il y a encore des entreprises qui sont un peu à l'ancienne, notamment pour le sourcing des talents et des choses comme ça, alors que ça devrait être quelque chose d'acté quand même. Oui, non, ça reste une problématique pour les TPE et les PME. Les grandes entreprises ont basculé dans le monde du CRM depuis longtemps. Il y a pas de problème. Maintenant, il y a encore des primo-accédants, effectivement, dans les petites entreprises où il faut commencer à adopter le réflexe du CRM. Mais honnêtement, maintenant, c'est quand même un outil qui est devenu très généralisé, qui a été évangélisé par des grands acteurs du CRM. Je pense notamment à Salesforce qui fait des efforts énormes, qui a fait des efforts énormes pour développer la dimension CRM dans le cloud, qui poursuit encore cette évangélisation avec la dimension innovation. J'entendais Émeric tout à l'heure parler d'agents IA. Salesforce est en plein dedans en l'état actuel. Et je crois que de toute manière, l'ensemble des acteurs de CRM vont devoir travailler sur cette dimension d'écosystème IA pour avancer ensemble. J'entendais tout à l'heure un partenariat avec OpenAI du côté de la SCP. Je crois de toute manière, on ne pourra pas s'en sortir si on ne développe pas ce réflexe d'écosystème autour de l'IA. Ouais, alors vous voyez, on est œcuménique, on parle de toutes les marques ici. Même chez Odonet, on parle des autres CRM. Bon, ça fait une petite heure qu'on est là. Est-ce qu'on a tout dit? On a répondu aux questions de nos internautes. Émeric, moi j'aimerais quand même savoir quel est le chemin emprunté, qu'est-ce que vous sentez? Peut-être un regard aussi, parce que vous avez une vision aussi internationale. Est-ce qu'on est mieux staffé hors de France? Est-ce qu'on est en retard ou finalement on suit un chemin comparable?
Ouais, ça dépend. Enfin, j'imagine que votre question porte vers les US, par exemple, où là, assez clairement, le taux d'équipement des universités, collèges américains est plus élevé qu'en France sur la partie éducation. Toutefois, là, depuis quelques années, il y a quand même une vraie mouvance qui s'opère et tous les établissements cherchent à s'équiper ou en tout cas le projet quelque part dans leur tête. Après, c'est vrai que c'est des projets un peu de long terme entre le moment où on se dit ce serait bien de le faire et le moment où les établissements franchissent le pas. Hein. Il y a pas mal de marches à franchir, mais je dirais que c'est en route quand même. Hein. Et juste une question, quand vous êtes en contact avec une université ou une école, qui est votre point d'entrée? Alors, il y en a plusieurs. Par exemple, sur les peut-être intéressant pour universités, ceux qui nous écoutent. ouais, les universités, souvent les projets arrivent plutôt des directions des relations entreprises, parce que c'est plutôt ces populations-là qui vont être gérées dans le CRM. Et je dirais dans les écoles, plutôt des directions marketing ou des directions du développement, parce que l'enjeu principal va souvent être autour du recrutement des étudiants, ce qui est bien sûr un enjeu moins perçu dans le monde universitaire. Je rappelle que Donet est implanté quand même dans pas mal de pays, donc c'est vrai que vous avez quand même cette vision. Bon, voilà. Est-ce qu'on a tout dit? Moi, je regarde si on a des questions qui sont J'avais arrivées. quelques sujets à aborder, si je peux me permettre. Alors, allez-y, Marie, vous êtes la bienvenue. Simplement revenir sur le sujet de la qualité de la donnée, de la façon dont la donnée est collectée. C'est une question qu'on a eue précédemment. En finalité, il faut aussi être vigilant sur la donnée qu'on intègre dans les outils, et ça appartient aussi aux différentes équipes qui vont venir nourrir, alimenter l'outil. Derrière, on met en place un certain nombre de paramètres qui vont permettre de faire en sorte que la donnée soit qualifiée. Donc, si les données sont de mauvaise qualité, là, il y a un premier sujet, c'est comment, d'un point de vue très technique, comment la donnée est collectée. Est-ce que nous avons les données requises pour pouvoir alimenter notre CRM proprement? Est-ce que ça passe par une intégration qui va être faite par l'homme, c'est-à-dire manuellement, ou alors est-ce que c'est une interface qui a été mise en place? Donc, en termes de qualité de données, c'est un premier sujet. Et ça, c'est des choses en fait qu'on peut prépenser avec les équipes qui vont alimenter l'outil. Donc, si on est sur de la qualité de la donnée, aussi savoir est-ce qu'on veut prendre de la donnée qualifiée ou de la donnée à qualifier. Tout dépend à quel endroit on souhaite intégrer la donnée, dans quel parcours, à quel stade du parcours client on souhaite que la donnée soit intégrée. Donc, nous, on a un petit peu les deux écoles pardon, les deux écoles. On a un petit peu les deux cas dans notre école. On a des personnes qui font de la donnée qui est à qualifier. On a d'autres équipes qui ont de la donnée déjà qualifiée. Donc, ça dépend vraiment de ce sur quoi on communique et quelles sont les différentes campagnes et quel est notre objectif final sur ces cibles. Et Marie, vous disiez, quand vous préparez cette conférence, il faut focaliser son énergie sur des cibles convertibles. C'est aussi ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que, j'allais y venir, en fait, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le CRM, à quoi ça sert? Le CRM, c'est un outil. Donc, c'est bien un outil. C'est-à-dire qu'il faut qu'une personne utilise l'outil pour que cet outil on puisse en faire quelque chose. Il sert à trouver parmi un nombre de contacts quels sont les contacts qui sont véritablement intéressés et qui ont un potentiel pour devenir de futurs étudiants ou de futurs alumni dans notre établissement. C'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure du chiffre de nos 85 000, mais si je vous donne un chiffre, par exemple, de 100 000 contacts, qui sont sur ces 100 000 contacts les personnes qui vont véritablement devenir des étudiants ESCP. C'est à ça que sert le CRM, à focaliser notre énergie, à se concentrer sur les contacts que l'on peut véritablement convertir. Si on peut être plus productif, plus efficace, plus pertinent, alors c'est gagnant-gagnant. Hein. Et voilà. Si je peux me permettre de rebondir sur la partie IA, et je ne vous embêterai plus. Mais vous ne vous embêtez pas, c'est passionnant ce que vous dites. En fait, je me permets de rebondir parce qu'en fait, on parle d'outils et en fait, l'IA est un outil, d'accord? Et il doit nous permettre d'avancer, d'être plus productifs et d'avoir un travail de meilleure qualité pour que nous, en tant qu'êtres humains, on puisse vraiment apporter une valeur ajoutée dans nos différentes actions. Et effectivement, tous les outils digitaux, tout ce qui va être intelligence artificielle, nous permet de faciliter cette mise en relation et de venir en fait à la rencontre de notre cible, d'échanger avec eux et de trouver des moments, de créer des instants où on peut échanger avec eux, d'échanger en fait d'humain à humain.
que ce soit sur une masterclass, que ce soit par email, que ce soit sur un chat, que ce soit sur un Messenger, peu importe, les différents outils que l'on utilise. En fait, l'IA et les outils permettent de faciliter, c'est un facilitateur pour rencontrer les personnes avec qui on va pouvoir avancer, que ce soit des alumni, que ce soit des futurs étudiants ou vraiment la communauté qui nous intéresse. J'aime assez votre… C'est presque un mot de la fin, Aymeric, humain à humain. On est bien d'accord, hein. Ce n'est pas humain avec machine. Ça, c'est quand même le message fort que Marie nous propose pour conclure ce webinaire. Il ne peut pas répondre, Aymeric. Ah, c'est pour moi. Ouais, oui, mais Aymeric, c'est pour vous. Je vous rappelle qu'on fait ce webinaire ensemble. Non, mais c'est un peu comme avec Eva tout à l'heure. Je peux être que en phase là-dessus. Au final, ces outils-là, ils servent à favoriser la mise en relation quelque part. Ils servent à parler à la bonne personne. Et on est sur les mêmes enjeux que depuis des années. C'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Et en fait, les outils diffèrent, mais on cherche toujours à faire la même chose pour parler aux bonnes personnes. Bon, en tout cas, juste, mesdames, juste un mot. Est-ce que vous avez senti avant-après? Est-ce que la mise en place d'un outil vous a permis de gagner en performance ou en efficacité? Est-ce que vous avez peut-être des outils, des mesures, juste pour conclure? Marie. Je vous en prie, Eva, allez-y. Oui. Alors, l'idée, c'est que de toute façon, il faut que l'outil soit optimisé en permanence. Et c'est le travail d'Aymeric et de ses équipes. Mais voilà, les besoins de nos utilisateurs évoluent en permanence et à nous de nous mettre à niveau constamment en fonction de leurs attentes. Non, ma question, c'était est-ce que vous avez vu une… moi, ça fait tellement longtemps qu'on a un outil que non, oui, je ne suis pas en capacité de répondre à cette question. D'accord. Si l'outil est indispensable pour gérer une communauté internationale, nous avons plus de 150 000 alumni. Ça, c'est nos amis de l'INSA qui nous disent ça. Mais c'est une vieille école aussi, l'INSA, prestigieuse. Il doit être au service de la communication directe pour animer le lien entre les générations. C'est ce qu'on a dit après tout. Marie, pour conclure, parce que vous êtes focus aussi sur le commerce, hein, parce qu'évidemment, c'est Est-ce que vous avez senti des bénéfices, puisque n'hésitons pas à parler, après tout, s'il y a des ressources supplémentaires grâce à cela. Non, mais le CRM, c'est un vrai gain. Ça nous permet vraiment d'avoir une visibilité complète sur le parcours de l'étudiant. En fait, ça nous permet tout simplement de mieux le connaître, de savoir à quel endroit on l'a rencontré, d'où il vient, est-ce que c'était un salon, est-ce que c'était… de vraiment savoir ce qui s'est passé et sur chaque interaction qu'on a pu avoir avec lui, de mieux le connaître et de pouvoir lui proposer quelque chose qui lui convienne. Parce que l'idée, c'est ça, en fait, c'est vraiment de pouvoir proposer une formation à un prospect qui finalement va pouvoir potentiellement devenir étudiant à l'école, mais lui proposer quelque chose en lien avec ce qu'on a pu voir de lui. Et nous, au niveau des gains que l'on a pu avoir, qui sont des gains d'un point de vue sur le travail collaboratif, nous sommes, comme vous savez, sur un établissement multicampus, effectivement. Comme nous travaillons sur une base commune sur tous les campus, ça nous permet vraiment de pouvoir avoir une meilleure visibilité et un partage des données sur un même contact. Générer une demande de meilleure qualité et donc, au final, une efficacité. Et pourquoi pas, comme je disais, des ressources. Stéphanie de l'INSA nous disait il est insuffisant à générer un sentiment d'appartenance. C'est tout le propos qu'on a tenu. C'est un outil, évidemment. Stéphanie, merci. Merci à tous les participants. C'est un webinaire. Gilbert, est-ce que je peux rajouter un petit mot de fond de mon côté ? La parole pour le mot de la fin. J'étais juste en train de regarder, parce que je m'occupe beaucoup de tout ce qui est start-up du numérique, et je regardais finalement quels étaient les alumni de l'SCP qui ont monté des start-up. Il y a quand même quelques noms qui sont vraiment formidables. Je pense notamment à Aircall, qui a été développé par Jonathan Angeloff. C'est un ancien étudiant. Je l'ai suivi, j'ai fait pas mal d'articles à ce sujet. C'est une très belle boîte du numérique et il faut souvent aussi penser aux alumni comme des futurs entrepreneurs et on a besoin d'eux pour l'économie en France. Donc, il faut vraiment leur tirer un coup de chapeau. Et je pense notamment aussi dans l'IA, Gainface, Clément Delangue, je crois qu'il est passé aussi par votre établissement. C'est vraiment des modèles. Et si vous pouvez faire des connexions avec vos étudiants, ça serait formidable parce que c'est vraiment des exemples à suivre dans l'économie du numérique. Merci Philippe, toujours des remarques pertinentes et des propos intelligents. On se connaît bien Philippe, hein, c'est pour ça que vous êtes là. Aymeric, un petit mot de la fin pour dire peut-être saluer nos internautes, saluer et remercier nos intervenants.
et puis se donner rendez-vous. Le 6, on sera ensemble dans 2 jours à Sorbonne Université. Exactement. Merci à tous d'avoir participé. Merci Marie, merci Philippe, merci Eva et merci Gilbert. Et on donne rendez-vous le 6, je vous tendais la perche. Le et 6, on donne rendez-vous le 6. Le 6 février, Sync Éducation et Recherche, il y a le logo derrière. C'est notre grand colloque qui fête ses 10 ans avec un thème, un fil rouge, évoluer dans un monde incertain. Je ne peux pas vous éclairer, mais en tout cas, on en débattra. Il y aura plein de rendez-vous, plein de personnalités. Vous allez voir, c'est un moment fort, on compte sur vous. Nos abonnés sont évidemment gracieusement invités. Merci beaucoup, à très bientôt et bonne journée à tous. Merci.